La naissance de l'ITSAP qui a suivi a permis de concrétiser ce partenariat sous la forme actuelle d'une UMT. Une unité mixte technologique est un regroupement d'acteurs de la recherche et du développement orienté vers les filières agricoles, autour d'un label accordé par le ministère chargé de l'Agriculture. Cette association permet de répondre conjointement à des appels d'offres scientifiques et de recherche et développement, notamment en bénéficiant des fonds du CASDAR, et ainsi de développer des projets communs qui couvrent une palette large, depuis la recherche en laboratoire jusqu'au développement de solutions appliquées sur le terrain. Pour la DAPI, l'enjeu était de taille, car sa présence sur le site du pôle abeille de l'INRA d'Avignon, aux côtés du pôle scientifique de l'ITSAP, représentait un atout considérable. À l'embauche de notre chargé de mission d'expérimentation, Alban Maisonnas, qui vient hélas de nous quitter pour monter sa propre entreprise d'apiculture, nous avons pu bénéficier de locaux pour l'accueillir avec des stagiaires puis de nouveaux ingénieurs. On le sait, la proximité fait beaucoup et la machine à café est un lieu d'échange important. Alban ne s'est pas contenté de suivre le mouvement. Avec Pascal, ils ont su nouer des partenariats fructueux et même au-delà du pôle abeille de l'INRA, aller chercher d'autres compétences. Je pense à André Kretschmar, biostatisticien qui nous épaule depuis si longtemps. En simplifiant mon propos, nous sommes passés des essais à la DAPI qui mobilisait quelques ruches à des essais sur plusieurs dizaines de ruches par modalité, répartis sur un ou plusieurs sites. Et cette différence d'échelle fait déjà toute la différence quant à la solidité de nos résultats. Pour l'UMT, il faut répondre à de multiples objectifs et ce n'est pas simple. L'apiculteur attend des réponses concrètes et si possible rapides à ses interrogations et problèmes techniques. L'ADA fait le lien avec les chercheurs de l'INRA et de l'ITSAP et doit garantir le retour et s'assurer de la vulgarisation, de la diffusion et de la bonne compréhension des résultats scientifiques. Ce n'est pas simple car les langages sont tellement différents et parfois l'incompréhension est proche. On comprend les enjeux de la reconnaissance scientifique par les publications de haut niveau, mais l'usage de l'anglais et le langage scientifique sont souvent trop éloignés des attentes des apiculteurs. On comprend aussi la nécessité de reconnaissance pour les chercheurs. Mais il faut aussi vulgariser, prendre le temps d'expliquer, de communiquer avec les acteurs de la filière. Cela n'a pas toujours été simple pour moi de faire entendre ce message. Mais je m'aperçois qu'avec le temps, on arrive à combiner les intérêts de chacun, même s'il est nécessaire de rappeler que la recherche a besoin de temps et de méthode pour avancer et obtenir des résultats fiables et incontestables. La naissance des Jeudis de Prades, lieu de communication et d'interaction entre l'UMT et les apiculteurs, et la récente publication de l'UMT, dont on va vous parler dans les prochains exposés, répondent bien à ces attentes de vulgarisation. Mais en matière de communication, rien n'est acquis. Et pour un responsable professionnel de la filière, il faut se battre parfois contre ses propres collègues apiculteurs qui préfèrent accorder leur confiance à Internet et ses multiples forums plutôt qu'au travail long, fastidieux, mais reconnu d'une collaboration efficace entre apiculteurs, ingénieurs du développement et chercheurs. Deux exemples me viennent à l'esprit, celui sur le vol de retour à la ruche et le projet Innovapi Alcotra sur les méthodes populationnelles de lutte contre varroa. Ces deux exemples sont très représentatifs des travaux de l'UMT et ont tous deux permis un retour aux apiculteurs. Le premier, en prenant en compte la prise en compte d'essais de terrain avec l'abeille pour l'homologation des produits de traitement des cultures. Enfin, c'est un travail qui est encore en cours. Et le deuxième, en proposant des méthodes alternatives de traitement du varroa. En guise de conclusion, j'espère que je n'ai pas été trop long, à mon sens, l'atout essentiel de l'UMT est de faire le lien entre les acteurs de la filière, de l'apiculteur professionnel sollicité pour mettre à disposition ses ruches pour des expérimentations et participer aux mesures de terrain, aux chargés de mission de l'ADA et aux ingénieurs de l'ITSAP, aux chercheurs de l'INRAE qui encadrent les projets, sans oublier bien sûr le retour des résultats vers les apiculteurs. Partant d'une question concrète soulevée par les apiculteurs, relayée par les ADA et étudiée conjointement avec les chercheurs, nous avons prouvé notre efficacité, qui demande bien sûr du temps, de l'abnégation, comme pour le vol de non-retour à la ruche. On peut être satisfait des résultats scientifiques de l'UMT. Son fonctionnement a trouvé un équilibre. Espérons que les départs des uns, les problèmes passés des autres ne viennent pas compromettre cet équilibre précaire mais efficace. Mais, et pour conclure définitivement, parfois l'administration, avec un grand A, et ses principes régaliens nous empêchent d'avancer, en nous interdisant par exemple de communiquer quelques résultats que ce soit sur l'usage des acides organiques purs dans la lutte contre varroa, même ceux issus d'une collaboration internationale. Je n'ai pas peur de le dire ici devant toutes et tous, à visage découvert, moi je fais confiance aux résultats de nos équipes. Et pour pas avoir participé à l'étude en question, désormais, oui, je traite mes ruches à l'acide oxalique pur, contre toute interdiction,
et attendre de pied ferme qui voudra bien m'en interdire. L'apiculture professionnelle n'est pas syndicalement soudée, c'est bien regrettable, avec pas moins que 7 syndicats soi-disant représentatifs, revendicatifs. Et c'est bien regrettable. Elle a su devenir efficace avec son réseau des ADA, coordonné par ADA France, et désormais encore plus forte au sein de cette nouvelle UMT renforcée. Je vous remercie de votre attention. À toi, Constance. Ouais, merci Cyril. Merci pour ce retour voilà, et la démonstration que tu as faite de l'implication des différentes structures et de la taille des projets donc, qui a été en grandissant. Axel, je te laisse prendre la suite. Ouais, bonjour à tout le monde. Je pense que voilà, Cyril l'a très bien illustré. Avant moi, on a créé cette unité en fin 2009 pour donc fédérer à la fois des organismes de recherche et des structures techniques, avec comme objectif de mieux traduire les connaissances scientifiques en solutions opérationnelles pour les acteurs des filières. C'est vraiment la philosophie des UMT. Et nous, les acteurs des filières, évidemment qu'on cible, c'est avant tout les apiculteurs. Donc, mais aussi pour motiver les chercheurs à piloter des projets de recherche en accord avec les besoins des apiculteurs. Alors ça, voilà, c'est souvent ce qu'on dit, traduire les connaissances en solutions opérationnelles et motiver des hypothèses de recherche avec les attentes des apiculteurs. Il faudrait rajouter, voilà, c'est Cyril qui m'a fait penser, et c'est important de le dire, on n'en parle pas souvent, mais c'est aussi impliquer les apiculteurs dans les projets, par exemple avec la mise à disposition de ruchers. Voilà. Moi, j'anime avec les collègues de l'UMT voilà, cette unité depuis 2010. Donc, on a commencé avec Yves Lecomte. Voilà, on a co-animé cette UMT jusqu'à 2020. Et maintenant, c'est Anne Dalmont et Marie Limpios qui s'excusent aujourd'hui, mais voilà, on forme le partenariat avec Constance pour animer cette UMT. Alors, on s'est dit que ça serait bien en 2010, après 10 ans de travaux, de faire quelque chose qui marque l'anniversaire de cette UMT pour mieux faire connaître aux apiculteurs ce qu'on fait dans l'UMT. Cyril en a parlé, c'est toujours assez compliqué pour les scientifiques d'essayer d'expliquer les connaissances acquises, les projets que l'on mène, et voilà. Je ne prends pas l'exemple du Covid, mais je pense qu'on pourrait, on pourrait en parler un certain temps, que c'est compliqué à la recherche d'expliquer à un large public. Bon, c'est un peu le cas dans nos métiers aussi. Donc, on s'est dit qu'on allait faire une BD. Alors, pourquoi une BD ? Parce que c'est un format qui n'est évidemment pas habituel pour nous, mais ça nous permet de vulgariser, ça c'est clair, de s'adapter à un plus large public. Alors, c'est une BD quand même pour les apiculteurs, pour les amoureux des abeilles. C'est-à-dire qu'on a pris le choix de ne pas avoir une BD qui explique comment vit la vie de l'abeille ou la vie de Varroa. Et voilà, il faut quand même avoir quelques notions des connaissances. Voilà. La BD permet aussi un ton humoristique, qui est plutôt assez sympathique. Voilà. Et aussi qui permet d'illustrer le métier d'apiculteur. J'espère que la BD permet à la fois d'illustrer ce que c'est que le métier d'un technicien ADA, ce que c'est le métier d'un scientifique de l'INRAE, par exemple, ou du CNRS ou de l'ANSES, mais aussi les difficultés techniques que sont aujourd'hui d'être apiculteur professionnel. Voilà. Donc, voilà. Et pour finir, c'est aussi l'histoire d'une belle rencontre avec Folie, voilà, qui est dessinatrice, qui va prendre la main après moi. Et c'est une belle aventure ensemble entre scientifiques et voilà, et cette dessinatrice pour essayer voilà, de parler de nos métiers et de nos connaissances et voir comment on tente d'aider les apiculteurs dans notre unité. Voilà. Je passe la main. Ouais, Folie, je te laisse. Alors, bonjour. Alors, du coup, moi, c'est Folie. Effectivement, comme l'a dit Axel, c'est principalement avec lui que j'ai collaboré étroitement pour la mise en place du projet, mais il y a bien sûr eu toute l'équipe. Je vais juste vous partager. Vous m'entendez bien ?
Ok. Alors, je vais juste partager mon écran pour vous montrer un petit peu, pour que vous ayez une idée visuelle du travail. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Ok, cool. Oui. Alors, la première étape, du coup, c'était la vulgarisation. C'était, en fait, quand on a pris contact avec Axel, il m'a envoyé donc le synopsis. Il avait écrit toute la BD et il avait écrit en noir la narration et en rouge la vulgarisation, enfin les études à vulgariser. Donc, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a commencé par vulgariser ces études et établir un code visuel pour séparer les deux axes de narration. Donc voilà, ça a été d'abord une longue expérience écrite. Ensuite, moi, je me suis un petit peu attaquée du coup, au premier jet pour le personnage de Mel, qui est le personnage principal de l'aventure. Et puis, les abeilles, il n'y a pas eu trop de doutes parce que c'est avant tout pour ça que Axel m'avait contactée, puisque en fait, je ne suis pas apicultrice, mais juste passionnée des abeilles. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans l'aventure avec vous. Ensuite, c'était un long travail de mise en page des études, parce qu'il a fallu que de textes très scientifiques, ça devienne quelque chose d'accessible et de rythmé. Et c'était assez difficile parce que c'était des infos très factuelles et très précises, étant donné que c'est scientifique et il a fallu apporter de la narration. Donc, ça a pris beaucoup plus de pages que ce qu'on avait prévu parce qu'on voulait à tout prix éviter de faire des gros textes longs à lire et que, enfin, il fallait vraiment que ça ait un rythme. Donc, on est passé d'un plan de à peu près une trentaine, une quarantaine de pages à tout de suite 90 pages, plus, voilà, plus la couverture et tout ça. Donc, c'est sûr que ça a pris une ampleur assez inattendue, mais c'était chouette aussi du coup parce qu'on a pu enchaîner sur les choix graphiques. Ça, c'était une partie qui était aussi très fun et très créative. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, donc au tout début, déjà, on n'était pas sûr pour Mel. Enfin, moi, j'étais pas sûre pour le personnage de Mel. Il y a eu beaucoup de retours aussi avec l'équipe pour savoir comment l'illustrer, comment ne pas le faire trop enfantin, parce que j'ai tendance à faire des personnages assez ronds comme ça, et il fallait quand même qu'elle ait l'air d'une apicultrice professionnelle. Donc, ça a été tout un travail de couleur et de forme pour arriver à la forme, à la mise en page et au dessin final. Puis, du coup, une fois que ça s'était validé, on est passé à la maquette, qui a été aussi un long travail, puisqu'il y a eu les esquisses, et il fallait que les esquisses soient compréhensibles. Et à partir de ça, il y a eu des retours réguliers avec l'équipe pour pouvoir être sûr que les informations qui étaient dites étaient justes, en fait. Et puis, donc après ces modifications, je suis passée à l'ancrage. Donc là, rien de très surprenant. Juste, on a appliqué les codes qu'on avait définis ensemble et je les ai mis au propre. Ça, c'est une étape qui a pris assez long et qui était pour moi la plus agréable, parce que c'est là qu'on voit le projet vraiment prendre forme. Et une fois que tout ça a été fait, j'ai envoyé et j'ai fait la couverture. Et une fois que cette couverture était faite, on a fait encore quelques échanges et finalement, on a pu envoyer à l'impression. Et c'était une super sensation que de recevoir, après toutes ces semaines de travail, un projet imprimé et dans ses mains, quoi. Quelque chose de réel. Ouais, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Non, merci beaucoup, Margot. On voit bien les allers-retours et puis voilà, le long travail qui a été fourni. Et voilà, et c'est un très beau résultat. Donc, merci pour le temps que tu as consacré. Merci à vous. J'ai beaucoup appris, vraiment, c'était super. J'ai vraiment beaucoup apprécié et je suis contente de tout ce que j'ai appris sur les abeilles.
J'espère pouvoir en faire encore. Merci beaucoup. Tant mieux. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la présentation de Cédric donc sur l'alimentation des abeilles. Juste, pardon Constance, avant que Oui. Cédric prenne la parole, juste excuser donc Eupholie, parce que Eupholie est encore à l'école de graphisme et elle devra nous quitter pour rejoindre ses cours. Donc voilà, donc, désolé, on te libère, hein, Margot, si tu veux nous quitter. Je suis vraiment désolée, mais merci beaucoup. Et merci encore hein, pour la collaboration, c'était un régal. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Bonjour, vous m'entendez? C'est bon? Ouais, c'est bon. Le diaporama aussi, c'est bon? Ouais, parfait. Tu vois la souris qui bouge ou pas? Oui. Ok, très bien. Donc, bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis Cédric Allot, je suis chercheur INRAE à Avignon. Et donc je vais vous présenter quelques travaux qui ont été menés au sein de l'UMT Prades et qui avaient pour but de mieux comprendre l'influence du pollen sur la santé des abeilles. Alors, bon, c'est vrai que le pollen, on sait qu'il est très important pour les abeilles, ça fait longtemps que c'est connu. Mais c'est vrai que là, on a essayé d'aller un peu plus dans le détail pour en savoir un peu plus. Voilà, alors, tout au long du diaporama, voilà, on a inséré quand même quelques illustrations issues de la BD pour que ce soit un diaporama un peu plus sympa. Alors, tout d'abord, ouais, le pollen, alors qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous le savez déjà, voilà, la composition des pollens. Alors, c'est essentiellement des protéines, en général entre 15 et 30% de protéines dans les pollens. Donc, il faut savoir qu'en fait, chaque pollen issu de différentes espèces florales a des compositions chimiques assez différentes. Donc, après, on retrouve aussi des acides aminés, des lipides, des sucres et des vitamines. Et tout ça, après, ce pollen qui est récolté sur les fleurs va être travaillé par les abeilles, donc qui vont ajouter des sécrétions des glandes salivaires, du nectar, du miel, et le transformer ainsi en pain de pollen. Et ces pains de pollen, en fait, ils ont une composition chimique très similaire au pollen de base, hein, sauf qu'il y a en plus, voilà, comme j'ai dit, du nectar, un peu de miel, et son pH est un peu plus bas, ce qui permet de sa conservation dans le temps. Alors, le pollen, il permet deux choses essentielles pour les abeilles adultes. Hein. C'est le développement des glandes hypopharyngiennes, là où est synthétisée la gelée royale, qui va permettre après d'ouvrir les larves, à la fois d'ouvrières et les futures larves et les futures reines. Et dans le deuxième temps, le pollen va aussi permettre le développement des corps gras, comme vous voyez ici, qui sont essentiellement localisés dans l'abdomen. Et dans ces corps gras constituent en fait c'est là où sont stockées les réserves énergétiques des abeilles, mais c'est là aussi où sont synthétisées des molécules qui sont très essentielles aux abeilles, notamment qui assurent aux abeilles une certaine longévité, comme ici, alors, vous voyez une image en 3D en fait d'une molécule qui est la vitellogénine. Et voilà, il a été démontré à travers une série d'études que cette molécule-là est très importante dans la vie des abeilles, puisque plus on retrouve des taux de vitellogénine sont élevés, donc qui sont synthétisés à partir de corps gras, plus les abeilles vont vivre longtemps. Voilà, donc ça c'est juste pour savoir à quoi sert le pollen chez les abeilles. Alors dans l'environnement, les abeilles, enfin, les ruches vont se retrouver à des variations de ces ressources très dans le temps, hein, à la fois dans la quantité. Par exemple, ici, voilà, j'ai des illustrations de zones de grande culture et des zones de naturelles ou semi-naturelles. Et pour les variations de la quantité, on peut supposer que dans le temps, voilà, vous allez avoir d'énormes variations de la quantité dans les zones de grande culture. Par exemple, lorsque vous avez les floraisons de la culture, vous allez avoir beaucoup de pollen disponible, puis lorsque la floraison est terminée, voilà, vous allez avoir un creux de ressources. Alors que dans les zones semi-naturelles ou naturelles, cette variation devrait être un peu plus stable. Il est de même pour la qualité. Alors la qualité, voilà, elle va varier aussi dans le temps selon les espèces florales. On n'a pas toujours les mêmes espèces florales qui vont fleurir en même temps. Et donc, on va avoir au cours du temps une certaine variabilité. Et pour la diversité, voilà, on peut supposer que dans les zones de grande culture, la diversité va aussi suivre une grande variation dans le temps.
et qui va être moindre, cette diversité, que dans les zones semi-naturelles, puisque dans les zones de grande culture, en général, voilà, vous avez une seule floraison qui va être suivie après par une période de disette. Alors tout ça, voilà, la question, comment la quantité, les variations dans la quantité, la qualité et la diversité peuvent influencer sur la longévité des abeilles et leur tolérance à différents stress. C'est ce qu'on a voulu essayer d'étudier, et qu'on a étudié en fait au sein de l'UMT Prades à travers quelques études. Alors, tout d'abord, on s'est intéressé à l'influence de la quantité en fait des pollens, donc l'influence de la quantité disponible pour les abeilles. Donc pour cela, en fait, on a regardé on a donné à des abeilles différentes quantités de pollen. Alors d'abord, on a mesuré la consommation maximale de pollen par les abeilles. Donc ici, c'est la consommation qui est égale à 100% en fait. Et à partir de là, on leur a donné des diètes un peu plus restrictives. Donc on leur a donné que 7% de ce qu'elles consomment au maximum, 15%, 20%, 30% ou 40%. Et donc, on a regardé quel est l'impact que ça pouvait avoir sur la longévité. Alors, on pouvait s'attendre à, par exemple, à avoir un seuil, c'est-à-dire qu'au-delà de telle quantité, peu importe ce qu'elle pouvait ingérer, les effets seraient toujours les mêmes. Mais en fait, on observe plutôt un gradient, en fait. Un gradient, c'est net. C'est-à-dire que voilà, plus elles ont de pollen accessible, plus elles vont vivre longtemps. Plus elles mangent, plus elles vont vivre longtemps. Et en gros, on se retrouve dans cette situation-là où une réduction chaque fois de 10% de la consommation de pollen réduit en fait de 2 à 3 jours la longévité des abeilles. Donc, on a quand même un impact important en fait sur la disponibilité des pollens sur la longévité des abeilles. Alors après, on s'est intéressé à l'influence de la qualité des pollens. Alors pour cela, on leur a donné des diètes naturelles en fait, de pollen. Donc c'est des mélanges de pollen qui sont récoltés par les ruches tout au long de la saison dans une zone agricole du centre-ouest de la France. Donc voilà, c'est 6 mélanges ici qui sont récoltés par les ruches. Donc début mai, c'est assez majoritairement des rosacées, pollen rosacés comme l'amandier. Fin mai, on arrive sur le coquelicot et le cornouiller. Début juin, c'est essentiellement du coquelicot. Alors, c'est toujours des mélanges, mais c'est des prédominances de coquelicot. Fin juillet, c'est l'apparition de la culture du maïs, donc essentiellement du maïs qui est récolté par les ruches. Après, on se retrouve fin août par la chicorée et fin septembre, à l'automne, c'est le lierre. Et donc, tous ces 6 mélanges ici ont des compositions en espèces florales différentes, mais aussi la qualité diffère. Hein. Et alors, je vous ai juste ici représenté les protéines P et les lipides avec le L. Les lipides n'ont pas trop varié. Par contre, les protéines, on peut voir ici que le maïs, c'était le mélange de pollen avec une prédominance de maïs avait le taux de protéines le plus faible. Et donc, on a nourri ces abeilles avec ces différents mélanges pour essayer de voir quel est l'impact que ça pouvait avoir sur elles. Alors, tout d'abord, on a regardé en fait donc, la consommation de ces pollens. Est-ce que certains pollens étaient plus appétants, plus consommés que d'autres? Alors, il n'y avait pas trop en fait, de différence, sauf voilà, il n'y a pas trop de différence significative à part entre ces deux pollens ici. On voit que le pollen de maïs est un peu moins consommé que les autres. Mais sinon, grosso modo, c'est à peu près la même type de consommation. Alors, quel est après l'impact sur la longévité de ces abeilles? Donc ici, voilà, c'est un graphe qui montre la survie des abeilles en fonction des différents types de pollen. Et alors, on n'a pas trop de différence entre les pollens. Alors, donc ici, le coquelicot, donc les amandiers, chicorées, lierre, et ici, le mélange de coquelicot et de cornouiller. Sauf avec celui le mélange composé essentiellement de maïs, où les abeilles là vivaient significativement moins longtemps que les autres. Et on a regardé aussi l'expression de cette vitellogine, qui est un marqueur en fait assez établi maintenant de longévité des abeilles. Alors, tous les abeilles nourries avec chaque type de pollen avaient à peu près le même niveau d'expression de la vitellogine, sauf celles qui étaient nourries avec le mélange de maïs, où là, voilà, l'expression de la vitellogine était largement plus faible que par rapport aux autres.
Et ça corrèle bien en fait avec les résultats sur la longévité. Et donc, voilà, on peut s'apercevoir que les abeilles, au moment de la période de floraison du maïs, vous avez des abeilles en fait, qui vont essentiellement consommer donc, ces pollens de maïs et qui vont vivre largement moins longtemps que ces aient été nourris par d'autres types de pollen. C'est essentiellement dû, ici, on pense à un taux plus faible de protéines. Donc, ces pollens de maïs ont une valeur nutritive moins importante que les autres pollens. Alors, par la suite, on a continué aussi à étudier la qualité, mais aussi la diversité de ces pollens. Alors, c'est une autre étude ici, mais menée avec des pollens monofloraux. Donc là, ici, on n'a pas des mélanges, c'est des pollens purs de ces espèces florales. Donc, on avait du cyste, de la bruyère, du châtaignier, de la ronce, et ici, un mélange des quatre. Alors, toujours pareil, je vous montre ici les différents niveaux de protéines et de lipides. Donc, ça va de 12% pour le plus faible, pour le cyste, à 22% pour la ronce. Et donc, on a regardé l'impact. Donc, on a nourri ces abeilles avec ces pollens monofloraux et on a regardé l'impact que ça pouvait avoir sur le développement des glandes hypopharyngéennes. Si vous vous souvenez, elles permettent en fait la sécrétion de gelée royale. Donc, plus elles sont développées, normalement, plus on devrait avoir une meilleure nourrice. Et ici, l'expression de la vitellogine. Alors, la première barre ici que vous voyez, c'est des abeilles qui n'ont pas reçu de pollen. Donc voilà, on voit très bien que si les abeilles n'ont pas accès de pollen, les glandes sont moins développées et elles ont moins de vitellogénine. Par contre, pas trop de différence entre les différents pollens, quel que soit le type de pollen qu'elles ont consommé, elles ont à peu près le même niveau d'expression de la vitellogénine et la même taille des glandes hypopharyngées. Donc, il semblerait qu'ici, la qualité n'ait pas trop d'importance sur ces paramètres. Alors, on est allé regarder maintenant du côté de la longévité. Pareil, quel que soit le type de pollen, on n'a pas trop de différence sur la longévité des abeilles. Ici, c'est les couleurs, ici, les graphes avec des couleurs. Le pointillé, c'est les abeilles qui n'ont pas reçu de pollen. Bon, toujours voilà, qui confirme que si on n'a pas de pollen, les abeilles qui ont une durée de vie qui est 2 fois moindre. La seule différence, c'est les abeilles qui étaient nourries avec le pollen de cyste, qui ont vécu moins longtemps que les autres abeilles. Sinon, à part ça, quelle que soit la qualité des pollens, on n'a pas trop de différence. Alors bon, c'est un peu un résultat surprenant et on s'est demandé, mais en fait, est-ce que la qualité au final du pollen, voilà, pour une abeille qui est en pleine santé, bon, voilà, la qualité de pollen n'a pas trop d'impact. Mais si elle a un stress supplémentaire, si elle est exposée à un stress, est-ce que ça ne lui permet pas de mieux résister à ceci? Donc, on les a exposés à la microsporidie Nosema serranae, qui est connue pour diminuer la longévité des abeilles. Et donc, on a exposé ces abeilles qu'on avait nourries à différents types de pollen à ce parasite ici. Et pareil, on a regardé l'impact que ça pouvait avoir sur leur longévité. Et là, on a vu des différences entre les différents régimes floraux. Donc ça, c'est toutes ces abeilles ici étaient exposées aux parasites. Donc voilà, par rapport au graphe précédent, la durée de vie elle est moindre. Mais par contre, on voit que la qualité des pollens a une influence sur la durée de vie des abeilles parasitées. Donc les abeilles tolèrent mieux, certaines abeilles tolèrent mieux le parasite que d'autres, selon le régime floral avec lesquels elles ont été nourries. Donc les meilleurs ici, c'était le mélange en rouge et en vert le pollen de ronce. Donc ces abeilles-là ont mieux toléré le parasite que les abeilles qui étaient nourries avec le pollen de bruyère, de châtaignier et de cyste. Et donc là, on s'aperçoit que la qualité en fait, des pollens devient importante quand les abeilles sont parasitées. Je ne sais pas si je suis trop long, mais donc en conclusion, d'après les études qu'on a menées, voilà ce qu'on pourrait en tirer comme conclusion. C'est-à-dire que la quantité, si on devait classer en fait l'importance des différents paramètres des pollens, comme la quantité, la qualité et la diversité, donc voilà, on voit que la quantité, voilà, c'est une énorme influence sur la santé des abeilles, voilà. Donc, ce qui est assez logique, hein, l'accès au pollen est très important pour la santé. En deuxième, la qualité des pollens, voilà, tous les pollens ne sont pas égaux et leur impact sur les abeilles n'est pas égaux. Et la diversité. Donc là, tout ça, ça ne veut pas dire que la diversité des pollens n'est pas importante, au contraire,
Mais on n'a pas forcément vu d'effet booster de la diversité, mais plutôt un effet compensatoire de la diversité. C'est-à-dire que la diversité, on a vu que le mélange de pollen n'était pas forcément meilleur qu'un pollen d'une forte qualité, mais par contre, ça permettait de diminuer l'impact de pollen de mauvaise qualité. Donc, il n'y a pas forcément un effet booster, mais ça permet de lisser un peu l'impact de pollen de mauvaise qualité. Alors, c'est pour ça que voilà, j'ai mis un plus ici, mais voilà, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Au contraire, voilà, plus la diversité est importante, plus les abeilles auront accès à des pollens de différentes de qualités différentes. Et récemment aussi, on a montré, là je vous ai parlé de la résistance parasite, mais aussi on a montré que voilà, la qualité avait aussi un impact sur la sensibilité aux pesticides, puisqu'elle permet aussi de réduire fortement la sensibilité des abeilles aux pesticides. Alors voilà, donc je voulais remercier en fait, donc c'est un travail collaboratif au sein de l'UMT. Donc il y a 2 travaux qui ont été publiés à partir de voilà qui ont été publiés dans la revue PLOS ONE. Donc voilà, je voulais remercier tous ces auteurs ici en fait qui ont contribué à ces études. Donc alors, je ne vais pas tous les citer, sinon ça va être un peu long, mais donc c'est un travail qui a impliqué l'INSAP, l'INRAE d'Avignon et du Manuro. Après, j'espère que j'ai le plus bas d'autres. l'ACTA, voilà. Donc, merci à tous. Et juste pour finir, voilà, toujours pour parler du pollen, donc pour une autre série de travaux, on mène une enquête sur ce que les parties prenantes connaissent sur les pollens. Donc, on sait que les apiculteurs ont une énorme connaissance en fait, des espèces florales et des pollens dans l'environnement, ils connaissent bien leurs abeilles. Donc, on aimerait bien avoir leur avis, votre avis en fait, sur voilà, que savez-vous des pollens, mais l'impact des pollens sur les abeilles, et des meilleures espèces florales, enfin, ce que vous pensez en fait des meilleures espèces florales pour les abeilles. Je mets le lien ici. Voilà, si vous pouviez répondre, c'est bon. Ça prend entre 10 et 15 minutes. Je vais mettre le lien dans le forum. Merci à tous. Merci beaucoup, Cédric. On voit bien l'influence et l'importance des pollens dans l'alimentation des abeilles. Je vais laisser la parole à Axel pour cette première période de questions-réponses. Oui, merci. Alors, il y a quelques questions, effectivement. Donc, certaines questions, on a répondu en direct. Hein, donc, vous devez voir maintenant les questions auxquelles on a répondu dans le dialogue Q&R, dans les questions résolues. Et puis, donc, il y a 3 questions qui sont arrivées récemment. Donc, il y a une question très technique, très précise sur est-ce qu'on peut avoir une liste des protéines végétales qui sont consommées par les abeilles. Voilà, peut-être que Cédric, tu as une idée d'une revue dans la littérature scientifique qui répondrait à cette question, ou dans une littérature technique, mais Ouais, alors pour les protéines, non. Enfin, après, il y a une liste des acides aminés, des stérols, tout ça, des composés chimiques. Ça, alors, je ne peux pas les citer comme ça de tête, mais voilà, il y a de plus en plus de travaux qui commencent vraiment à décrire dans le détail la composition chimique des différents pollens. Alors pour les protéines en elles-mêmes, je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'on se focalise seulement sur le taux de protéines total. Mais après, ce qui concerne les acides aminés, stérols, autres composés phytochimiques, voilà, il y a une très très grande variété. Et on commence un peu, voilà, maintenant les études commencent à s'orienter vers essayer d'identifier chaque composé, en fait, d'essayer de relier à des traits de vie des abeilles à un type de composition chimique. Donc, vous pouvez voir, essayer d'analyser voilà, tel composé, est-ce qu'il a une influence de tel paramètre sur l'abeille. Voilà. Merci. Merci Cédric. Oui, moi, j'avais un peu en tête la même chose que toi. Il me semble qu'il y a beaucoup plus de travaux sur les acides aminés que sur les protéines. Mais voilà.
Mais en tout cas, voilà, ça demande d'aller rechercher dans la littérature scientifique, effectivement, au-delà de ce qu'on a fait dans l'UMT. D'ailleurs, à ce propos, dans les travaux en dehors de, évidemment, l'UMT, il y a quelqu'un qui nous rappelle qu'en Belgique, il y a des équipes qui travaillent beaucoup sur l'importance de la diversité des pollens. Donc, voilà, c'est Étienne Calais qui rappelle ça. Peut-être qu'il pense effectivement à l'équipe voilà, de Denis Miché. Ou, voilà. Cédric, peut-être que Ouais. tu peux compléter. Mais, Ouais, ouais. Oui, oui, après, je sais pas, peut-être que Fabrice Allier va en parler oui, aussi. Alors là, je crois, voilà, c'était des travaux de laboratoire, donc c'est vrai qu'on ne voit pas. Ça a été vu aussi chez les bourdons, hein. Il y a pas, en fait, quand on mélange les pollens, on ne voit pas un effet booster, c'est-à-dire, voilà, c'est meilleur que tous les autres pollens. On voit que en fait, ça permet. Ça va pas si on a un pollen de très bonne qualité et qu'on a un mélange, en fait, le mélange ne va pas forcément dépasser. Il va être à peu près au même niveau. Ça a été vu aussi, enfin voilà, chez les bourdons. On a juste, voilà, je pense que enfin, c'est dans l'environnement, le fait d'avoir une certaine diversité, ça permet d'avoir aux abeilles, en fait, de compenser comment dire, des problèmes de mauvaise qualité, mais aussi d'avoir la diversité aussi permet d'avoir une plus grande stabilité des ressources dans le temps, au niveau quantité, qualité, etc. Mais proprement dit, il n'y a pas d'effet booster voilà, d'un mélange par rapport à d'autres. merci Cédric. Peut-être une dernière question qui est d'une autre échelle, c'est est-ce que ces études sur le pollen sont portées à la connaissance des décideurs politiques? Alors, moi, j'oserais une réponse. Si nous, en tant que citoyens, on est censé ne pas ignorer la loi, je pense que les décideurs sont censés ne pas ignorer l'état des connaissances actuelles. Je pense que voilà, l'effet des pollens, voilà, relativement la diversité, que ce soit la quantité ou la qualité des pollens, est quand même quelque chose d'assez reconnu et documenté. Après, on peut peut-être voilà, s'inquiéter ou être peiné par le fait que quand on fait des aménagements sur les territoires, eh bien, parfois, l'enjeu apiculture ou l'enjeu abeille est peu présent. Voilà, donc voilà, il y a toujours peut-être, on peut toujours tracer un petit décalage entre ce qu'on connaît sur l'état des connaissances et l'enjeu des pollens et des ressources pour les abeilles et la mise en œuvre d'aménagements type haies ou bandes enherbées, ou enfin tous ces aménagements-là. Mais je pense que Fabrice Allier aussi en reparlera et montrera que avec des agriculteurs, on peut améliorer les choses. Voilà, peut-être qu'on peut reprendre les interventions. Ouais. Merci. C'est donc à Benjamin de nous parler des avancées sur la sélection. Bonjour à tous, donc moi c'est Benjamin Bassot, je travaille à l'INRA d'Avignon dans l'équipe d'Yves et Lecomte et Fanny Mondet. Donc, pour le bilan, enfin l'UMT, faire un focus sur les avancées, sur les outils pour la sélection des abeilles résistantes à varroa. Donc c'était plus avec la casquette, avant de travailler à l'INRA, j'étais à l'ITSA, donc sur la thématique élevage et sélection, et donc c'est une thématique sur laquelle on a quand même mobilisé pas mal de temps, et donc notamment les 3 projets que j'ai cités là, Mozart, Bistrong et Orbest, donc sur lesquels je vais présenter quelques résultats. Mais bon, on a aussi abordé pas mal d'autres thématiques, hein, que ce soit sur la diversité génétique, sur les schémas de sélection, sur la gestion et la gestion de renouvellement de cheptel, ce genre de questions. Mais bon, focaliser aujourd'hui sur la présentation des outils pour la sélection d'abeilles résistantes à varroa. Donc, en passant rapidement dessus, pourquoi on s'intéresse, pourquoi c'est un sujet majeur sur la thématique sélection, c'est et limite des stratégies de lutte classiques contre le varroa, hein, toujours besoin de développer des nouvelles solutions pour éviter, dans la mesure du possible, les traitements chimiques et simplifier la gestion du cheptel sur ces aspects, la gestion du paradis de varroa. Donc,
Voilà. Au constat initial, quand on a démarré, alors, du coup, c'était pas au tout début de l'UMT, hein, ça a démarré plutôt 2013-2014. Le premier constat, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de travaux de recherche qui existent depuis les années 90-2000, qui ont montré qu'il existe des caractères de résistance chez les abeilles contre le varroa. Et donc, notamment, fait à l'INRA, hein, mais un peu partout dans le monde, il y a eu quand même un certain nombre de travaux. Mais pour l'instant, ça restait beaucoup centré sur des laboratoires de recherche et pas forcément encore accessible au niveau des apiculteurs. Donc, sans refaire un descriptif très poussé de ces critères, je vais reciter les deux critères sur lesquels c'est le plus concentré sur ces projets-là. Donc, le premier qui est le SMR, pour Surprise Mite Reproduction. Donc, alors, l'idée, c'est d'avoir le varroa qui ne se reproduit pas dans le couvain. Donc, normalement, tout le monde sait que ce varroa se reproduit dans le couvain. Et donc, si d'une façon ou d'une autre, celui-ci ne se reproduit pas, on évite la multiplication du varroa et donc on évite les impacts du varroa sur la colonie. Alors, il a été un peu renommé très récemment par les scientifiques MNR pour Mite Non-Reproduction, parce qu'en pratique, c'est plutôt ce qu'on observe. On n'observe pas forcément le fait que le varroa, on a empêché sa reproduction, que les colonies ont empêché sa reproduction. Ce qu'on observe, c'est le fait qu'il ne s'est pas reproduit. Et concrètement, dans une partie des cas, la non-reproduction, elle est simplement liée à la biologie du varroa, parce qu'il peut simplement rater son cycle de reproduction. Donc, ce n'est pas la suppression de sa reproduction qu'on va observer, mais la non-reproduction. Dans cette non-reproduction, il y a une partie naturelle, on va dire, une partie provoquée par les abeilles. Bon, pour autant, le terme qui reste plus classiquement, qui va rester dans l'usage courant, ça restera le SMR, donc rester sur ce terme-là. Donc, pour mesurer ce comportement, c'est en laboratoire. L'idée, c'est de récupérer un cadre au bon stade, donc un stade de couvain avec le bon stade des nymphes, donc un stade assez tardif de nymphes, sur lequel on va ouvrir ces cellules et regarder un certain nombre de cellules qui doivent être infestées par varroa. Et pour chaque cellule infestée, alors on peut voir, l'idée c'est de différencier les cellules sur lesquelles le varroa aura réussi sa reproduction et les cellules sur lesquelles le varroa sera en échec de reproduction. Donc à partir de là, on en tire un taux de non-reproduction. Donc concrètement, ce travail-là se passe plutôt en laboratoire. Ça peut se faire, pas forcément dans des conditions. On ne parle pas de laboratoire de chimie ou voilà, des choses très poussées, mais il faut quand même des conditions assez confortables et une loupe binoculaire pour observer ça de manière fiable. Et la grosse contrainte de cette mesure-là, c'est que ça demande quand même des colonies qui soient suffisamment infestées pour que la mesure puisse être pertinente. Si on ouvre des centaines de cellules et qu'on ne trouve pas de varroa, on ne peut pas en déduire si elle a un bon taux de non-reproduction, si la colonie provoque un gros taux de non-reproduction ou pas. Donc ça demande un taux d'infestation suffisant, sans attendre trop tard pour que la colonie puisse encore s'en sortir si elle a un taux d'infestation élevé, qu'on puisse traiter derrière si elle s'avère peu essaimée. Hein. Donc ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, donc, le Varroa Sensitive Hygiene, donc VSH. Donc là, c'est un critère qui est plus sur du comportement, donc de nettoyage spécifique des cellules infestées par varroa. Donc là, pour mesurer ce critère-là, on va chercher à avoir la colonie qu'on veut évaluer. On prélève un cadre, on observe, on essaye de repérer des cellules juste avant leur operculation, des cellules de couvain juste avant leur operculation. On revient quelques heures après, une fois qu'elles sont operculées, on les rouvre légèrement, on introduit un petit varroa dedans, et après on revient quelques jours après pour voir si ces cellules ont été nettoyées ou pas par les colonies. Et donc, à nouveau, ça nous donne un taux de cellules qui sont nettoyées, et donc un taux de VSH. Donc là, au-delà des difficultés techniques, on surmonte bien de réussir à bien identifier les cellules dans un cadre, etc. Un point qui est assez délicat et qui avait bien illustré Eupholie, c'est aussi de trouver des colonies qui soient pourvoyeuses de varroa, parce que même si tout le monde se plaint d'avoir trop de varroa, quand on veut tester ce critère VSH, un
un moment donné, on ne trouve pas forcément le nombre de varrois souhaité pour pouvoir infester les colonies qu'on veut évaluer en face. Donc c'est un peu un challenge pour la réalisation de ce test-là. Et donc voilà, ces critères-là existent. Maintenant, c'est des critères qui sont faits en laboratoire de recherche à l'INRA. On l'avait développé également, on avait acquis ces compétences-là à l'ITSAP, mais ça reste assez compliqué à mettre en œuvre sur un cheptel apicole de professionnels. Et du coup, les apiculteurs se retrouvent un peu démunis pour sélectionner des abeilles qui soient résistantes sur leur cheptel de production. Et donc, il y avait un besoin de référence et d'outils pour intégrer la résistance à varroa dans leur sélection. Et c'est vrai que le premier travail qui a été effectué dans le cadre de ces projets-là, c'était déjà de mettre par écrit concrètement, parce que jusqu'à présent, c'était quand même beaucoup des travaux de recherche, donc des publications scientifiques, et essayer de vulgariser ces protocoles-là auprès des apiculteurs ou au moins du personnel technique qui accompagne les apiculteurs pour qu'ils aient des références concrètes, sérieuses et pouvoir faire le test de manière fiable et objective. Donc, ça a été la première chose qu'on a fait c'était dans le cadre du projet Mozart, mais on a proposé des fiches techniques donc sur le SMR, le VSH, comme je l'ai présenté, sur la dynamique de varroa, qui est un autre critère possible, qui est un peu plus compliqué, parce qu'il est il est plus simple à mesurer, parce que c'est juste de faire des mesures d'infestation varroa à différents moments, mais qui est qui est affecté par beaucoup d'autres paramètres que strictement la capacité de la colonie à ralentir la croissance de varroa. Il peut y avoir beaucoup de facteurs environnementaux qui fassent cette différence-là et que ce soit absolument pas lié à la génétique, mais ça fait partie des critères sur lesquels on peut travailler aussi. Donc, on avait fait des fiches techniques pour bien décrire ces différents critères. Donc, c'est des fiches qui datent de 2017, qui demanderaient à être actualisées et voilà, qui permettaient du coup aux apiculteurs, aux techniciens de réaliser ces tests-là avec une bonne base technique. Et j'ai rajouté, alors on ne voit peut-être pas très bien, ce résultat de Herbest où du coup on avait fait une approche économique du contrôle de performance sur les colonies. Et en gros, ça donne un ordre d'idée, vous avez le coût pour une colonie qui est testée sur tous ces paramètres-là. Faire du mesure VSH, c'est à peu près 35% du coût. Faire une mesure SMR, c'est à peu près 28% du coût. Alors, un test de performance classique, ce qu'il y a derrière, c'est mesure de la production, d'essaimage, tenue au cadre, douceur, etc. C'est 19%. Infestation varroa à 11%. Et comportement hygiénique, alors classiquement, simplement couvain piqué, c'est à 8%. Donc ça c'est la répartition des coûts. Après, ça dépend des coûts de main-d'œuvre ou autres. Mais en gros, il faut avoir une idée. Le SMR ou le VSH, on est de l'ordre de 100 € en France, avec les coûts de main-d'œuvre pour les personnes formées pour réaliser un test par colonie. Bon, sachant que le SMR, c'est variable, mais on va compter au moins 2 heures de mesure, en plus du temps d'aller récupérer le cadre, etc. L'investissement qu'il peut y avoir autour. Mais c'est pas l'investissement, c'est quand même pas du tout la grosse part. L'essentiel des coûts vient du temps de travail. Après, dans la plupart des projets, on s'est quand même beaucoup centré, Mozart et Wissong, sur la recherche des nouveaux critères qui permettent d'avoir des mesures beaucoup plus simples que ce que j'ai présenté juste avant. Et donc voilà, particulièrement l'équipe de Fanny travaille beaucoup sur un projet varistique donc qui est travaillé en long depuis un certain nombre d'années et qui progresse pour trouver un marqueur. L'idée, c'est un peu comme pour le comportement hygiénique où on tue le couvain avec une aiguille et on regarde le nettoyage qui est provoqué. Du coup, ça indique la capacité de nettoyage de la colonie. C'est pas suffisant pour sélectionner la résistance à varroa, mais c'est déjà dans la bonne direction. Des colonies qui vont nettoyer des cellules mortes vont plus facilement nettoyer aussi les cellules infestées par varroa, mais c'est loin d'être suffisant. L'idée, c'est d'avoir un marqueur, un système qui permette de repérer une colonie qui est VSH de manière très simple. On produirait un produit dans la colonie, si elle le nettoie assez vite, c'est qu'elle est VSH. Bon, voilà. Donc déjà, il y a un certain nombre d'étapes, identifier les composants qui provoquent ce comportement, etc. Et donc là, il y a eu différents projets qui ont permis d'avancer de manière assez intéressante sur ce sujet-là.
Et l'autre outil sur lequel on espère avancer, enfin on a avancé, et on espère aboutir un jour, c'est sur les marqueurs génétiques. Donc là, l'idée c'est encore plus simple, hein, c'est que la colonie qu'on veut évaluer, on prélève des abeilles, on l'envoie à un laboratoire et le laboratoire analyse ces abeilles et nous dit si c'est d'après ces gènes, cette colonie a un potentiel génétique de résistance ou pas. Bon, là, on a beaucoup d'écueils sur ce genre de travaux, parce que comme pour toutes les espèces, il y a un côté, alors, pas polygénique, mais ce qui n'était pas forcément dit, imaginé dès le départ. C'est-à-dire que sur les gènes de résistance, on pouvait espérer que sur certains problèmes sanitaires, ça se joue à quelques gènes majeurs. Donc, on aurait pu espérer que ça soit la même chose sur la résistance à varroa. Et dans ces cas-là, on trouve quelques gènes dans le génome. C'est assez simple de créer une sélection là-dessus. Les premiers résultats montrent clairement qu'on est sur des choses plutôt polygéniques, donc avec un très grand nombre de gènes qui interviennent, ou de gènes, endroits, de zones du génome qui vont intervenir dessus. Donc déjà, ça, c'est une première difficulté qui a été faite. Après, les autres difficultés, c'est qu'on est sur des phénotypes qui sont encore assez complexes et avec beaucoup d'impacts environnementaux qu'on connaît mal ou maîtrise mal. Et après, il y a d'autres aspects plus classique aussi, c'est la quantité de données. Il faut beaucoup de données pour retrouver ces marqueurs génétiques. Donc là, il faut mesurer beaucoup de colonies, ça a un certain coût, etc. Et l'autre aspect quand même qui est intéressant sur les marqueurs génétiques et sur lesquels on a beaucoup avancé ces dernières années, c'est le fait qu'en abeille, on est sur un groupe d'individus, on travaille sur une colonie, on ne travaille pas sur un individu simple. Donc toutes les espèces qui ont mis en place ce genre de sélection, c'est à chaque fois un individu qui est mesuré. Là, on est quand même sur une chose de beaucoup plus complexe. Et là, il y a des outils qui ont été développés particulièrement avec nos collègues de l'INRA de Toulouse, pour analyser un ensemble d'individus. On prend un échantillon de 500 abeilles d'une colonie et ça en tire on reconstitue à la fois la génétique de la reine et la génétique de l'ensemble des individus présents dans la colonie, donc un peu les contributions paternelles. Et donc ça, on peut faire ces analyses de recherche de marqueurs génétiques à partir de ça. C'est déjà un énorme progrès par rapport au point de départ. Alors, du coup, est-ce qu'on peut accéder à cette génétique? C'était une question qui arrive souvent, et donc le projet de Bistrong a été un peu construit pour répondre aussi à cette question-là. Regardez un peu dans l'ensemble du cheptel français, utilisé par les apiculteurs français, quel était le niveau de résistance. Alors concrètement, c'est un peu excessif comme terme, parce que ce qu'on a mesuré, c'est le SMR. Donc on a mesuré le comportement SMR sur plus de 1500 colonies pendant 3 ans sur l'ensemble du territoire. Alors bon, forcément, on s'est beaucoup focalisé autour d'Avignon pour des aspects logistiques, mais on a quand même largement dépassé le cadre de PACA. Le Luxembourg, notamment, Pays-Bas, et la Suisse a aussi, comme il y avait une collaboration spécifique avec la Suisse, il y a aussi beaucoup de colonies mesurées en Suisse en lien avec ce projet-là. Donc, voilà. Il y a eu aussi quelques colonies à l'extérieur de l'Europe, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Suède, pour des populations qui étaient spécifiquement intéressantes dans ce projet-là. Et donc, en termes de résultats, voilà, vous avez la distribution pour chacune des 3 campagnes, donc 2016, 2017 et 2018, le pourcentage de colonies le nombre de colonies qui sont à chaque pourcentage de SMR. Donc, en gros, plus de 80% de SMR, ça veut dire qu'il y a plus de 80% des varrois qui sont en échec de reproduction. Et donc, vous voyez qu'il y a très peu de colonies qui sont au-delà de ces seuils élevés, on va dire de 70-80%. Alors, c'est compliqué d'avoir, il n'y a pas de seuil qui soit défini comme étant le seuil clé. Après, c'est un peu arbitraire de dire au-delà de 70-80%, c'est ce qui semble assez logique pour dire que c'est des seuils où les colonies ont un bon niveau de résistance. Mais voilà, sur ceux-là, on voit qu'en tous les cas, chaque année, il y a des colonies un peu partout. Alors, ça ne s'illustre pas là-dessus, mais ça se répartit un peu partout sur le territoire, sur un peu toutes les populations. Et dans les 3 années, on identifie chaque année des colonies qui ont des niveaux intéressants. Et le projet suivant aussi très intéressant pour montrer par rapport au point de départ qui étaient des cheptels de laboratoires de recherche, quand on s'intéresse à des cheptels de production. Donc Orbès, c'est un projet sur lequel on a évalué ces colonies-là, les colonies résistantes chez les apiculteurs dans des conditions de production, et comparé à leur génétique de manière plus classique.
Et là, on se rend compte qu'on a quand même des colonies qui sont très intéressantes d'un point de vue apicole, donc des performances assez similaires entre ce qu'on a appelé cheptel herbeste et cheptel d'apiculteurs sur ce schéma-là. Et pour autant, des colonies sélectionnées sur la résistance qui ont effectivement des infestations en varroa beaucoup plus faibles que les cheptels plus classiques. Donc voilà, cette résistance à varroa commence à être présente dans les cheptels d'apiculteurs via les sélections qui a été faite dans les différents projets, et tout en conservant des performances apicoles très intéressantes. Voilà, on en reste quand même, ce qui est la difficulté, on revient sur le fait de trouver des solutions plus simples, c'est que ça reste très long, complexe, coûteux, et quasiment impossible en routine par des apiculteurs. Alors juste une petite digression par rapport aux outils qui ont été faits dans le cadre de ces projets-là, et donc particulièrement Bistron, donc, qui était porté par Labogena, qui est un laboratoire d'analyse génétique. Et donc, il s'apprête à mettre sur le marché un dispositif qui permet de caractériser la génétique. Donc, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure sur l'analyse de colonies en prélevant un grand nombre d'abeilles. Donc, ça permet d'avoir différents outils, enfin, différentes réponses derrière. Donc, savoir si, quand on veut comparer différentes colonies d'un même rucher, ou même pas forcément d'un même rucher, mais quand on veut comparer différentes colonies entre elles, ça nous fait une espèce d'arbre phylogénétique, la distance génétique entre les colonies. Donc là, sur cet exemple-là, ces deux-là sont très loin sur l'arbre, donc elles sont assez éloignées génétiquement, alors que deux proches seraient évidemment beaucoup plus proches. Quand on veut imaginer des schémas de sélection, des plans de croisement, ça peut être intéressant. Un autre aspect, c'est sur la diversité génétique. C'est un facteur qui revient souvent, c'est une question qui revient souvent chez les sélectionneurs, de savoir s'ils n'ont pas des colonies qui soient trop homogènes, trop consanguines. Alors, c'est compliqué d'avoir une référence absolue. À quel moment est-ce que c'est dangereux d'être trop consanguin, et voilà. Et où il faut à tout prix éviter ça. Mais ce que ça fournit comme résultat, c'est quand même la diversité génétique par rapport à l'ensemble des échantillons qui ont été analysés dans le projet et dans d'autres autour. Donc, ça permet de voir que, par exemple, cette colonie-là est clairement beaucoup moins diverse que ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, il y a peut-être une petite attention à porter dessus. Et le dernier point, c'est aussi une reconstitution des origines génétiques de la reine, donc différencier entre noire, caucasienne et ligustica, donc abeille italienne et carnica. Et donc, voilà, on voit que, là, en l'occurrence, la dernière, c'est la proportion de gènes d'origine. La première serait moitié italienne, moitié caucasienne, et donc la dernière vient clairement d'un conservatoire d'abeilles noires. Donc, je fais un bilan sur ces dernières, toutes les années de travail au sein du MT sur la thématique de la sélection des abeilles résistantes. On a eu quand même pas mal d'embûches. Le côté génétique hétérogène, qui est quand même une grosse spécificité aussi de la filière, c'est-à-dire tout ce qui va être recherche de marqueurs génétiques, c'est aussi des choses qui sont valables intra-population. Dès qu'on est sur une autre population, faut redémarrer le travail. Donc, faut d'abord bien connaître la population avant de pouvoir faire ce travail de génétique moléculaire. Et les phénotypes peu répétables, donc les phénotypes, ils ont beau être connus quand même depuis un certain nombre d'années, on a encore des incertitudes, des choses à découvrir sur tous les facteurs qui impactent les résultats qu'on observe. Un déterminisme polygénique, ça c'était plutôt attendu, mais encore, voilà, si ça avait été des gènes majeurs, ça aurait été plus simple. Et donc pas encore de solution très simple pour lutter contre le varroa. Mais on peut en retirer quand même beaucoup de points positifs, et notamment, ça sera un peu illustré après avec l'intervention de Mélodie, mais une proximité plus forte entre chercheurs et apiculteurs, un transfert progressif de la génétique résistante qui n'est plus uniquement dans les laboratoires de recherche, et de plus en plus de groupes d'apiculteurs. Je pense que c'est aussi une grosse satisfaction du travail qui a été fait au sein de l'UMT, c'est d'avoir de plus en plus de groupes d'apiculteurs qui sélectionnent leurs abeilles au niveau local. Donc, un des outils aussi, une des sorties aussi qui a été proposée par les projets, c'est d'avoir une prestation d'analyse des types génétiques de l'abeille. Donc, je rejoins un peu ce que disait Cyril Folleton tout à l'heure sur le côté éloignement entre la recherche et les apiculteurs. Je pense que de ce côté-là, entre le début du travail sur le sujet
Et actuellement, je pense que c'est le gros point de satisfaction. Je trouve qu'on a quand même beaucoup amélioré le lien entre la recherche et la filière. Et du coup, ça se ressent aussi au niveau de la génétique disponible chez les apiculteurs. Voilà. Et donc, en attendant, concrètement, on voit aussi effectivement de plus en plus d'apiculteurs qui participent au réseau de testage, qui s'intéressent au travail qui est fait au niveau local. C'est à ce niveau-là que les innovations, que les nouveaux outils pour la sélection, pour la résistance à varroa ou pour tout autre critère. Donc, la rusticité, c'est aussi un des critères qui est de plus en plus important quand on a les saisons un peu compliquées comme l'année dernière qui arrivent. Donc, s'impliquer dans ce travail-là. Voilà. J'ai fait le tour, je ne sais pas. Constance, je te. Ouais, merci Benjamin. C'est très bien. Voilà, les difficultés et puis l'appropriation progressive par les apiculteurs. Ce qu'on va voir avec l'intervention de Mélodie, donc qui s'excuse parce qu'elle ne pouvait pas être là ce matin, mais elle a enregistré une vidéo à vous partager. Bonjour, je m'appelle Mélodie Perrin, je suis apicultrice dans le sud de la France. Je possède à peu près 350 ruches, je travaille en élevage de rennes et en production de miel. J'ai intégré le réseau de la DAPI il y a quelques années. Et à travers ce réseau, j'ai rencontré l'INRA, qui est venu sur mon exploitation et qui a testé en SMR VSH quelques souches et des ruches qui étaient présentes. Une des ruches issues du réseau de la DAPI a été sélectionnée et on l'a intégrée au projet de l'année suivante, un projet Herbest, qui était un projet européen sur le testage de quelques souches à travers plusieurs apiculteurs. Donc la DAPI a aussi intégré ce projet et en commun on a pu multiplier cette soi-disant souche. Bon, ça a été un projet intéressant, ça a permis de se rencontrer et de moi d'être plus concise dans la production, de multiplier une souche à un moment donné avec un certain nombre de rennes. C'était un projet qui était assez simple mais très intéressant. L'année qui a suivi, durant cette année aussi, ou l'année qui a suivi, je ne sais plus trop, l'INRA avait besoin a eu envie de multiplier 3 de leurs meilleures souches provenant de leur génétique. Donc j'ai accepté ce projet en parallèle toujours avec la DAPI. L'idée ça a été d'être sur mon exploitation et d'inséminer 80 rennes issues de leur génétique. Le projet a très bien fonctionné, on a eu un super résultat. C'est Raoul, notre prof à la DAPI en insémination artificielle, qui est venu et qui a mené à bien ce projet. L'année d'après, ces ruches issues de cette insémination et de cette génétique ont été intégrées à un nouveau projet qui n'est pas financé mais qui est mené par l'INRA et auquel participe aussi la DAPI, qui s'appelle le projet Varbest. C'est un projet de sélection de souches, de génétique de souches au sein d'une exploitation. L'idée étant que sur 60 colonies, on sélectionne les 3 meilleures que l'on va multiplier pour l'année d'après. Donc c'est un projet sur du long terme, on en est au début, mais cette génétique de l'INRA a été utilisée pour ce projet. Sachant que l'année N+1, ce sont des rennes, des filles naturelles que l'on utilise. Donc les inséminés le projet Herbest vit de sa vie naturelle et à côté, la deuxième année, avec l'INRA et la DAPI, on a de nouveau inséminé tout un lot de rennes, avec aussi Raoul, et ce qui permet d'avoir un deuxième projet de sélection à partir de la génétique de l'INRA en parallèle. En quelques années, en fait, j'ai intégré, on va dire, en tant qu'apicultrice professionnelle,
le réseau de l'INRA, leur génétique est arrivée à la maison. Ça fait qu'on a un pôle en commun génétique. Je me suis formée à l'insémination grâce à l'ADAPI. Et ce projet-là aussi fonctionne très bien. On a ce rucher en commun, on s'entend bien, on arrive bien à travailler. Et moi, ça me permet juste en tant que multiplicatrice de reines de commencer à toucher un vrai travail de sélection. Et le tout basé sur la prod de miel et surtout la résistance, si possible, à varroa. Donc voilà, en espérant que je puisse, qu'on puisse continuer à travailler comme ça et en ayant de mon côté ou du leur un contentement à ce projet commun. Merci. Du coup, le témoignage de Mélodie, donc, qui est apicultrice en PACA et qui est très impliquée dans ces projets de sélection, voilà, et en lien rapproché avec Benjamin à l'INRAE en particulier. C'est aussi beaucoup avec du coup, rapidement, mais c'est vrai que c'est beaucoup avec l'ADAPI, le réseau de testage de l'ADAPI. Et il y a aussi d'autres réseaux de testage impliqués. Enfin, Bistron, je ne l'ai pas précisé à ce moment-là, mais toutes les ADA ont été pas mal sollicités, ont été très réactives pour nous aider à échantillonner dans toute la France, et notamment beaucoup autour des groupes de sélection, quoi. Voilà, merci. Je te passe la parole, Julie. Donc, je vais vous présenter une partie de la BD aussi qui est assez bien décrite sur le test développé par l'UMT Prades pour évaluer les effets des faibles doses des pesticides sur le retour à la ruche des butineuses. Donc, on verra le développement, la démonstration de sa sensibilité jusqu'à sa validation officielle l'année dernière. Donc, pour démarrer l'histoire, c'est en fait des apiculteurs au milieu des années 90 qui ont remarqué des dépopulations de colonies lors des mielés de tournesol et ils ont rapidement fait le lien avec l'utilisation d'un nouvel insecticide néonicotinoïde utilisé en enrobage de semences sur ces semences de tournesol. Et donc, ils ont émis l'hypothèse que ces faibles doses d'insecticides neurotoxiques néonicotinoïdes peuvent entraîner des effets comportementaux à l'origine de non-retour à la ruche et de phénomènes de dépopulation de colonies. Alors, les scientifiques se sont assez vite emparés de la question, intéressés à la question pour tenter d'y répondre, mais se sont heurtés au démarrage aussi à quelques verrous techniques pour y répondre complètement. Et pour pouvoir y répondre complètement, il a fallu avoir à disposition des outils d'enregistrement automatique des abeilles en conditions réelles. Donc, dans le cadre du test de retour à la ruche, ça a été rendu possible avec l'utilisation de la technologie RFID. Et de 2006 à 2010, une technique d'enregistrement automatique des abeilles a été mise au point pas à pas. Ça, c'est le fruit du travail de l'UMT Prades et à l'époque d'autres partenaires du CNRS et du CTIS également. Et je dis pas à pas parce qu'il a fallu travailler sur la miniaturisation des puces électroniques, sur le choix des cols pour permettre une bonne rétention du tag et une innocuité sur l'abeille. Et il a fallu travailler aussi sur le système d'enregistrement et de collecte des données. Donc tout ça, ça a été du travail de mise au point. Et concrètement, le dispositif, il fonctionne comme illustré, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une abeille va passer à proximité des lecteurs, eh bien, elle va être enregistrée. Donc, on va enregistrer le numéro de la puce électronique et puis les informations temporelles. Et tout ça, ça va être stocké après et les données pourront être récupérées. Et fort de cet aboutissement méthodologique, en fait, à partir de 2011, Michael Henry et ses collaborateurs ont mené une étude, ça c'était en 2011, pour évaluer les effets d'une faible dose d'un insecticide néonicotinoïde, le thiaméthoxam, qui à l'époque était homologué dans beaucoup de pays. Ils ont évalué les effets sur le retour à la ruche des butineuses. Donc, c'est une étude qui a fait grand bruit lors de sa publication en 2012 dans la revue Science, on verra après.
Donc concrètement, ça fonctionne comme ça. En fait, on va prélever des butineuses à l'entrée de la ruche en matinée. On va les amener au laboratoire. On va d'abord les nourrir un petit peu pour que tout le monde ait le même état de satiété. Et puis, on va les faire jeûner pour pouvoir réaliser la manip. Pendant le jeûne, on va toutes les marquer avec une petite pointe de colle et une puce électronique comme la BD le montre. Et elles vont ensuite être exposées à un sirop. Ce sirop va contenir soit la dose sublétale de l'insecticide, 1,3 nanogrammes par abeille, soit elle ne contenait rien. Et une fois que le sirop était consommé, on soumettait les abeilles à un jeûne pour permettre d'assimiler le sirop et la dose. Une fois que c'était assimilé, on emmenait les abeilles sur le terrain à 1 km de la colonie pour les relâcher et on suivait donc l'enregistrement du retour à la ruche avec le système RFID. Alors, au total, pour cette étude, 650 butineuses ont été marquées et l'étude s'est intéressée à 2 types de butineuses. Des butineuses qui étaient familières de leur environnement, c'est-à-dire qui avaient une connaissance du chemin de retour à la ruche, parce que l'hypothèse derrière, c'est qu'elles reviennent mieux à la ruche. Mais pour mimer aussi ce qui se passe avec des éclaireuses ou des jeunes butineuses qui arrivent sur un site sur la base des informations des éclaireuses, eh bien, les auteurs se sont également intéressés en fait aux abeilles dites naïves en les relâchant, pareil, à 1 km autour de la colonie, mais sur des points plus aléatoires. Donc les résultats de l'étude, ce sont les suivants, c'est-à-dire que les auteurs ont montré que ce soit pour des abeilles familières de leur environnement avec le petit a là, ou bien naïves en petit b, eh bien les individus exposés à la faible dose de l'insecticide revenaient à la ruche dans des proportions significativement plus faibles que les abeilles témoins. Donc on confirmait comme ça l'hypothèse posée quelques années plus tôt par les apiculteurs, à savoir qu'une faible dose d'insecticide néonicotinoïde pouvait affecter le retour à la ruche des butineuses. Et les auteurs ont même montré à travers cette étude que la mortalité totale journalière liée à ces pertes d'abeilles était 2 fois plus, voire même 3 fois plus élevée pour les abeilles naïves que pour les abeilles témoins. Donc, les études suivantes, elles, ont regardé aussi la modulation de cet échec de retour à la ruche en fonction du contexte, puisqu'effectivement, cet échec de retour à la ruche, il peut augmenter en fonction d'un certain nombre de paramètres, notamment la complexité du paysage, c'est-à-dire que plus un paysage est complexe, fermé avec la présence de haies, plus l'échec de retour à la ruche des individus exposés aux pesticides va augmenter. Et ça peut être également la température. Plus les températures sont faibles, basses, plus cet échec de retour augmente. Et c'est également l'état sanitaire des colonies, puisque plus les colonies, il a été montré que plus les colonies étaient chargées en varroa ou en pathogènes comme les virus, plus l'échec de retour à la ruche des individus augmente. Donc ça, c'est pour les aspects scientifiques. Il faut savoir qu'à l'issue de cette publication d'Henri Hell en 2012, un certain nombre de controverses sont arrivées. La première, c'était surtout sur la dose unique qui avait été testée dans Henri Hell en 2012. Donc en fait, Henri Hell en 2014 ont répété l'étude tout simplement avec une gamme de doses, avec l'établissement d'une dose sans effet à 0,42 nanogrammes par abeille et une dose minimale avec effet qui a été déterminée aussi à 0,85 en l'occurrence ici, sur la base des doses testées. En fait, il s'avère que ces doses-là, très certainement, elles ont été un peu surestimées parce qu'une étude publiée la même année par Alice Fournier et collaborateurs ont montré en fait que quand le sirop est ingéré, eh bien, en fait, tout n'est pas assimilé au bout du temps imparti. Si on considère la courbe du haut ici qui représente du sirop à 50%, ce qui est utilisé dans l'étude d'Henri Hell en 2012, au bout de 40 minutes, on a plus de la moitié du sirop qui n'est pas consommé. Donc, ce qui veut dire qu'au moment où on relâche les abeilles, en fait, tout ne serait pas assimilé, la dose ne serait pas assimilée, doit être réévaluée. Mais la plus grosse controverse, en fait, par rapport à l'étude d'Henri Hell, c'est surtout le fait de la pertinence des doses qui ont été testées au laboratoire par rapport à ce que peuvent être réellement, à ce dont peuvent être réellement exposées les butineuses en conditions réelles d'exposition. Avec le fait que pour beaucoup, l'exposition au laboratoire n'est pas réaliste par rapport à une exposition terrain. Donc pour pouvoir répondre à cette critique, qui a été la critique majeure de l'étude, eh bien, on a mené une étude de grande envergure sur la zone atelier Plaine et Val de Sèvres, donc en Poitou-Charentes. Et donc des agriculteurs ont semé des semences de colza non traitées
et également des semences de colza traitées Cruiser OSR, qui est la formulation contenant la matière active du thiaméthoxam. Donc l'idée, c'était de créer un gradient d'exposition dans cette zone, et on a placé 18 colonies et suivi en fait les durées de vie de 7000 abeilles au total avec la technologie RFID, donc comme montré auparavant, avec la pointe de colle, le collage de puces électroniques et l'enregistrement de l'activité des abeilles à l'entrée de la ruche. L'étude s'est intéressée en fait à deux cohortes d'abeilles. Il y avait des cohortes d'abeilles jeunes, des émergentes, et des cohortes plus âgées de butineuses. Et les résultats en fait confirment les effets sur les abeilles en conditions réelles, puisqu'en fait l'étude a montré qu'on augmente les effets en termes de perte d'abeilles avec l'augmentation des surfaces traitées en colza, Cruiser. Par exemple, on a montré qu'il y avait plus de 10% de perte d'ouvrières par semaine pour 15 hectares traités Cruiser dans un rayon de butinage d'1 kilomètre autour de la colonie. Et cet effet également, il augmente au cours du temps et au fur et à mesure de la floraison du colza. Par exemple, le risque de mortalité, il peut aller de 5 à 22% en fin de floraison et à proximité des parcelles traitées colza. Donc, on a répondu à ces controverses-là. Il faut savoir aussi que l'étude d'Henri et al, elle a eu également des impacts. Tout d'abord, un impact politique, puisqu'en France, le ministre de l'Agriculture a décidé de signer un arrêté relatif à l'interdiction d'utilisation de mise sur le marché de l'insecticide Cruiser OSR sur les cultures visitées par l'abeille. Et cette décision a été prise 4 mois après la publication de l'étude, donc c'est suffisamment court comme délai pour être souligné. Et également, en parallèle, il a demandé une réévaluation des néonicotinoïdes et une révision des méthodes d'évaluation avant la mise sur le marché des pesticides. L'histoire a continué après, pour info, puisque un moratoire européen a été décidé en 2013 pour suspendre l'utilisation de 3 molécules néonicotinoïdes, dont le thiaméthoxame également. Du point de vue réglementaire, en Europe, cette étude a très certainement largement participé à la remise en question des procédures d'évaluation du risque avant la mise sur le marché des pesticides. Et cette étude et les résultats ont été considérés par l'EFSA dans le cadre de la révision du principe d'évaluation du risque sur abeilles. Donc, j'en arrive à la dernière étape de notre travail, qui est la validation de cette méthode, avec en démarrage la petite remarque de Mel, l'apicultrice, qui dit qu'effectivement, la solution la plus simple, ce serait de tester ces effets de faible dose avant la mise sur le marché. Et le personnage de droite qui répond, justement, ça a été testé dans 11 laboratoires européens et la méthode est maintenant validée pour être utilisée avant la mise sur le marché, pour l'évaluation du risque avant la mise sur le marché des produits. Donc, je vous propose de faire un petit focus juste sur cette partie-là. Alors, le schéma là que je vous présente, c'est juste pour vous montrer l'histoire de la validation de cette méthode à l'OCDE. Donc, l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est une instance internationale dont le siège est à Paris, qui a pour but de mettre en œuvre des outils, de proposer plutôt et de mettre en œuvre des outils et des méthodes harmonisées pour permettre aux pays membres et associés de les utiliser dans leur politique et leur réglementation. Donc, nous, notre histoire, elle a démarré en décembre 2015. On a soumis un projet de méthode en fait à l'OCDE. Ce projet répondant à un besoin réglementaire, on l'a vu juste avant, mais également il faut savoir que le règlement européen qui régit la mise sur le marché des produits phytosanitaires a une annexe qui parle de l'évaluation du risque abeille et qui dit très clairement que les effets sublétaux doivent être évalués. Donc, notre projet a été évalué par un groupe d'experts des pays membres de l'OCDE. Ce groupe d'experts, il est constitué de scientifiques, réglementaires, prestataires de services qui mettent en place des tests officiels et également des instances qui peuvent œuvrer à leur nom propre comme les ONG et l'industrie chimique. Donc, on a répondu à un certain nombre de commentaires sur cette première étape qui ont été acceptés et la méthode a été intégrée dans le plan de travail de l'OCDE, notamment en avril 2016, lors de la réunion annuelle des coordinateurs nationaux du programme des lignes directrices de l'OCDE. Ça s'appelle comme ça. Donc, c'est là en fait où se jouent les validations. Donc, fort de ce premier succès, parce que c'était important, on a poursuivi le travail qu'on avait démarré en 2015 avec un test interlaboratoire européen, 11 laboratoires. Donc, cette étape-là, elle a duré 5 ans, c'est assez long. C'est ce qui conditionne la validation complète de la méthode et on doit prouver en fait que la méthode fonctionne et qu'elle est reproductible d'un État membre à un autre, d'un pays à l'autre.
Donc, une fois que ce travail-là a été fait, on a soumis le projet de méthode et les résultats à l'OCDE, qui ont à nouveau été évalués par le groupe d'experts. Ça, c'est une phase qui s'est déroulée globalement de mai 2020 jusqu'à janvier 2021. On a répondu au total à pas moins de 550 commentaires, avec des réunions pour faire des points, jusqu'à obtenir un large accord. Et la méthode est maintenant approuvée par consensus au format document guide. Elle a été approuvée lors de la réunion annuelle des coordinateurs nationaux en avril 2021. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le format document guide est un format standard officiel, mais ne revêt pas de caractère obligatoire de mise en œuvre d'un État membre à l'autre. Et la méthode est maintenant disponible en ligne sur le site de l'OCDE, sur le numéro 332. Elle est publiée en anglais. Donc, je vous propose rapidement de faire un petit focus sur le test circulaire, qui nous a occupé quand même 5 bonnes années. Alors, on a travaillé avec 5 institutions publiques, 5 laboratoires prestataires et un institut technique. Donc, on a démarré ce test en formant les laboratoires à la méthode et on leur a transféré la méthode pour qu'ils puissent la mettre en œuvre chez eux. Et les objectifs, on va dire, il y en avait plusieurs, mais les objectifs principaux de ce test circulaire, c'était de tester les effets de 3 doses sublétales de l'insecticide thiaméthoxam pour déterminer d'abord une dose sans effet observable d'une nouette sur le retour à la ruche, qui est le paramètre final du test. Et en même temps, l'autre objectif très important, c'est également de fixer les critères de validité du test pour montrer que la méthode fonctionne, qu'elle est fiable. Ça, c'est une étape incontournable. Donc, on en avait 2, en fait, critères qui ont été travaillés lors de ce test-là. C'était tout d'abord le taux de mortalité maximum acceptable après exposition et avant relâché des abeilles. Je viens de toutes les abeilles parce que je rappelle qu'on travaille avec des doses sublétales, donc il ne fallait pas qu'il y ait de la mortalité supplémentaire. Bon, ça a été assez vite réglé parce que très vite, on avait quelque chose qui s'est stabilisé autour de 15% pour les laboratoires. Donc là, on n'avait pas trop de difficultés. Par contre, un peu plus compliqué, parce que ça a fait l'objet de pas mal de discussions, ça a été de fixer le critère lié au succès de retour minimum acceptable des abeilles témoins, encore une fois, pour prouver que ça fonctionne, qu'on relâche des abeilles en bonne santé pour pouvoir réaliser le test. Et là, il a fallu trouver un compromis en fait entre les résultats du test circulaire et également un succès de retour minimum qui nous permette de conduire le test correctement pour répondre aux objectifs de savoir s'il y a des effets ou pas du produit. Et là, dans le cadre de ce test circulaire-là, notre objectif, il était d'atteindre 70% de retour minimum à la ruche. Donc, je vous présente juste pour terminer la synthèse des résultats de ce test circulaire au seuil de 70% de retour à la ruche. Donc, comme j'ai dit, il a fallu 5 années en fait, de réalisation de tests circulaires parce qu'en fait, il a fallu apporter des ajustements, des améliorations méthodologiques pour permettre de faciliter la mise en œuvre du test d'un laboratoire à un autre, de permettre sa faisabilité jusqu'à ce qu'on aboutisse au protocole final, qui est un peu la conclusion de ce test circulaire en 2019, où là, on avait 75% des laboratoires qui ont pu mener le test avec succès, les 25% restants étant notamment 2 laboratoires sur les 8 qui ont conduit le test, qui avaient des difficultés à mener le test depuis le démarrage en fait, du test circulaire. Donc voilà, on montre également une sensibilité pour mesurer les effets des faibles doses avec une réduction des performances de retour à la ruche et une reproductibilité des résultats également, puisque sur la fin, notamment une dose sans effet observable, une NOEN, a pu être déterminée pour tous les laboratoires qui ont mené le test avec succès, déjà en 2018 avec le protocole quasi finalisé et en 2019 avec les 75% de laboratoires qui ont mené le test avec succès. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Julie. Merci. C'est vraiment un projet de longue haleine et on voit que ça ne se fait pas en peu de temps de faire modifier la réglementation et de faire valider ces méthodes à l'échelle nationale et internationale. Je passe rapidement la parole, je passe tout court la parole à Fabrice pour parler des relations API-Agri. Oui, alors vous me dites, vous m'entendez bien, là je pense que c'est bon. Ouais. Je vais terminer effectivement le cycle des présentations avec cette approche territoriale, notamment qui permet de mettre en relation apiculteurs et agriculteurs. Et on voit bien qu'ici,
mais elle était bien inspirée de s'intéresser un peu plus largement à son territoire et d'aller voir ce qui se passait autour de ces ruchers, notamment sur les parcelles qui sont gérées par les agriculteurs, pour travailler cette question de diminuer les pertes hivernales sur son cheptel. C'est un travail qu'on a souhaité nous mener au sein de l'UMT au début des années 2010, au moment où sortaient les taux de perte assez élevés, hein, fin des années 2000, où on avait pu avoir les premiers indicateurs de 30% de perte en moyenne, notamment en France. Et donc, on s'est intéressé à savoir qu'est-ce qu'on pouvait, comment avoir davantage de connaissances et de références sur cette période-là. Et l'idée d'aller chercher le levier des cultures intermédiaires qui étaient utilisées par les agriculteurs dans le cadre d'une directive nitrate, hein, donc de manière réglementaire, pour pouvoir protéger les sols à l'approche de l'hiver. On voyait que ces cultures pouvaient avoir d'autres utilisations aussi, et on s'est intéressé à voir comment les couverts pouvaient générer de la ressource alimentaire, puisque c'était aussi un problème grandissant. Et donc, on voit bien qu'on va voir ici que c'est un aménagement qui était gagnant-gagnant pour tout le monde. Et on a positionné ça dans un objectif scientifique, hein, avec les partenaires. Donc, je remercie ici. Là, je vais faire un focus spécialement sur ce projet-là. Et lorsqu'on a réfléchi à cette question avec donc Cédric Allot, Michael Henry, Axel de Courty, les collègues du Manuro, Pierre-Éric Topinel, Jean-François Audoux, la question, c'était de se dire, voilà, il faut qu'on aille positionner le dispositif expérimental dans un lieu où on puisse discriminer des espaces, des territoires où les abeilles sont en situation de ressources de manière plus intensive, plus enrichie, et puis des situations où il n'y a pas de ressources. Alors assez vite, on s'est dit pour les cultures intermédiaires, les zones vulnérables, la Beauce était un territoire idéal, candidat. Et les agriculteurs et les apiculteurs se sont montrés intéressés par cette démarche. On a pu monter un fort partenariat pour étudier le rapport des coûts-bénéfices en fait, qui était lié à cette implantation qu'on appelait les CIM, culture intermédiaire mellifère, pour les colonies d'abeilles mellifères, donc à l'approche de l'hiver. L'idée, c'était plus techniquement d'expliciter en fait le rôle de ces intercultures et aussi des autres structures paysagères dans la dynamique de ces colonies en pré-hivernage, et puis de tester en fait la convergence de la floraison de ces cultures et la période de butinage. Donc, comment conditionner les semis de couverts pour permettre le butinage à l'automne. Et alors, on est allé voir sur 4 départements en Beauce, les agriculteurs, hein, qui étaient animés par les chambres d'agriculture et les coopératives, et la société Jouffret de Rio, qui nous a proposé un mélange. Alors, un mélange qui était assez complexe, hein, mais qui était issu d'une offre commerciale, hein, que Jouffret de Rio propose, qu'on a ajusté au regard des attentes et des besoins et des contraintes aussi locales, notamment avec les producteurs agriculteurs semenciers de potagères, puisqu'il y a des espèces qui ne souhaitaient pas avoir dans leur environnement pour limiter des problèmes soit de repousse, soit de pollution génétique. Et donc, on a abouti à ce mélange complexe où la majorité des espèces étaient mellifères, à part l'avoine rude à gauche, là, qui était en proportion à 1/4 du mélange et qui permettait aussi de structurer le mélange et le sol. Donc, on va retrouver des moutardes, des légumineuses, de la facélie et de vesses et du tournesol. Habituellement, à cette période, il faut savoir qu'on est à 2011-2012, la directive nitrate n'impose pas d'atteindre un stade de floraison, hein, pour ces cultures, mais simplement de couvrir le sol. Et il faut le dire, hein, les agriculteurs vont évidemment au moins cher. Donc, lorsque ce n'est pas une graminée, l'espèce qui a été choisie, c'est l'espèce qui est donc la moutarde.
représente 15 € l'hectare. Ce mélange-là est à peu près à 40, on l'avait estimé à 43 € l'hectare. C'est des mélanges qui maintenant sont beaucoup plus démocratisés et les agriculteurs les utilisent de plus en plus. Alors effectivement, reposez-vous les filles, vous aurez des fleurs à la rentrée. Et bien en fait, c'est pas si simple. Et sans doute que les agriculteurs pourront confirmer que ça sera de moins en moins simple avec l'évolution climatique. C'est en tout cas ce qu'on a pu déjà repérer en 2013. Mais les principaux résultats qu'on a pu sortir de cette étude, c'était les relations qu'on a pu avoir entre le paysage et le comportement des colonies jusqu'au niveau physiologique des abeilles. Et pour cela, on a suivi en fait des variables internes à la colonie et puis des variables externes. Et là, je vais vous représenter en fait, la chaîne des causalités qui ont entraîné l'étude de ce taux de survie. Et on a pu observer en fait des comportements significatifs, des effets significatifs du couvain pendant la période de floraison du couvert sur le taux de survie hivernal des colonies qui étaient suivies dans le dispositif 2 années de suite. Donc ça, c'était assez classique, mais important à renoter. Ce couvain aussi entraînait un effet significatif du taux d'infestation par le varroa qui lui-même avait un effet significatif mais négatif sur le couvain, mais relativement négligeable. Par contre, ce varroa, on a pu le voir aussi, c'est qu'il avait un effet significatif et négatif sur le taux de survie. Voilà pour les variables intrinsèques. Donc, on va dire a priori rien de nouveau à ce niveau-là, mais on a pu le montrer à l'échelle d'un paysage et ça, c'était assez nouveau. Maintenant, on s'intéresse aux variables extrinsèques à la colonie, c'est-à-dire davantage au territoire. Et on a pu observer que c'était la surface en végétation arborée, donc les structures agroécologiques étaient à proximité de ces colonies, qui avaient eu un effet positif sur la survie hivernale, et de même que la surface en culture intermédiaire mellifère, mais laquelle n'avait pas un effet direct sur la survie, mais passait par la teneur en vitellogénine, donc cette protéine dont nous a parlé Cédric en début de webinaire, et qui est très importante à cette période de l'hiver. Donc voilà finalement comment on peut faire des liens entre le territoire, la composition structurelle, les éléments agroécologiques de ce territoire, et puis le comportement des colonies au passage de l'hiver. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail, Cédric Allot nous parlait tout à l'heure de la quantité de vitellogénine, et on voit bien qu'elle est reliée à cette probabilité de survie hivernale. Et donc, plus cette quantité augmente sur le graphique de gauche, plus le taux de survie hivernale est fort. Cette quantité de vitellogénine est aussi complètement reliée à la teneur en corps gras, puisque c'est le lieu où elle est synthétisée, stockée. Et donc, on voit bien aussi qu'une augmentation de la vitellogénine est fonction aussi de la teneur en corps gras. Et enfin, je vous parlais de l'effet du varroa qui est resté présent. Et on voit bien aussi une accélération en fait de la baisse de la probabilité de survie hivernale, hein, donc du taux de survie qui chute à partir de 1,5 varroa pour 100 abeilles. Donc cet indicateur qui est assez utilisé maintenant. Donc voilà des résultats assez précis hein, au niveau physiologique qui nous permettent de confirmer l'intérêt de renforcer les ressources en pollen et la mise à disponibilité de fleurs hein, qui vont produire du pollen à cette période-là, clé pour colonies.
Alors, si on s'intéresse aussi un peu plus aux espèces qu'on a analysées dans les trappes à pollen qui ont été positionnées devant les ruches, on s'aperçoit que ce sont les pollens de lierre qui sont systématiquement et en majorité utilisés. Donc là, par exemple, à gauche, on a le cas d'un site qui était dit mellifère, où il y avait des intercultures mellifères qui avaient été implantées, et à droite, le cas d'un site où il n'y avait pas d'interculture mellifère implantée. On voit dans les deux cas que la proportion masse volumique des pollens de lierre était bien présente. Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit la modalité, le lierre apporté donc, au niveau des bosquets, le pollen de lierre apporté au niveau des bosquets génère quand même une ressource importante. Et ça, les apiculteurs ne s'étaient pas du tout trompés sur ce sujet, évidemment, et ils nous ont demandé, et ils ont même exigé que le dispositif prenne en compte ce point-là. Il faut dire qu'on était un petit peu dubitatif au départ, puisqu'on souhaitait positionner nos colonies dans des situations très discriminatoires. Et puis, finalement, c'était un bon coup d'œil, puisque ça nous a permis d'avoir aussi cette subtilité du rôle du lierre et des bosquets alentour des colonies pendant à l'approche de l'hiver. Alors après, on peut regarder que le pollen de facélie, le pollen de moutarde ou de trèfle d'Alexandrie ont été récoltés par les abeilles à cette période, donc d'où l'effet des cultures intermédiaires. Là, à droite, on voit la présence de pollen de radis cultivés qui n'était pas présent dans notre mélange. Et après recherche des parcelles, on s'est aperçu que les abeilles étaient allées pour ce site-là, en fait, à environ 3 km le chercher. Donc, on voit bien que des butineuses sont capables d'aller loin chercher une ressource en période de pré-hivernage, donc en octobre. Voilà, ça a sans doute un effet aussi peut-être sur la fatigue de la butineuse. Alors, donc voilà pour les résultats principaux au niveau physiologique. La question qu'on s'est aussi posée, c'est comment rendre cette période favorable, qui n'est pas toujours favorable aux abeilles pour le butinage, mais comment mettre en adéquation et optimiser cette adéquation entre la période de floraison et la période de butinage. Donc, on est allé voir évidemment les ingénieurs des instituts techniques et des chambres qui nous ont orientés sur l'idée d'ajuster les itinéraires techniques et qui, jusqu'à maintenant, en fait, les agriculteurs font en sorte de semer leur couvert le plus tardivement possible, vers la date butoir de la réglementation, courant septembre, selon les zones. Mais si on sème en septembre, évidemment, on n'a pas de fleurs en octobre. Donc, l'idée, c'était de reculer cette date de semis et d'atteindre un stade de floraison à une période propice pour le butinage. Et donc, c'est là où, avec Michael et les collègues d'Arvalis, on a créé un petit modèle pour étudier la capacité d'un couvert à atteindre la phase de la floraison dans les conditions favorables au butinage. Alors, pour prendre un exemple, on a divisé la France en 4, où on a regardé quelle était la date de semis, quelle pouvait être la date de semis si on souhaitait avoir une date de floraison pendant une période où les conditions de butinage étaient correctes. Et donc, on s'est dit une période de butinage entre le 1er août et le 15 novembre d'une semaine. Il nous faudrait un minimum de 20% de jours favorables, donc ce qui correspond à peu près à 1,5 ou 1,7 jours de butinage favorable sur une semaine. Et là, si on prend par exemple cette zone nord-est et centre, on voit que si on veut que les abeilles puissent butiner les fleurs qui ont été semées au 1er juillet,
celles-ci vont pouvoir, les abeilles vont pouvoir butiner ces fleurs jusqu'à l'automne, jusqu'au 16. Pardon, excusez-moi. Si on veut que toutes les conditions soient remplies pour que les conditions pour que le butinage soit favorable sur toute la période, il faut semer au plus tard, le 16 août, une fleur, une espèce qui nécessite 500 degrés jour. Par exemple, le sarrasin, pour qu'elle puisse atteindre le stade de floraison en septembre et octobre. Passé cette date, en fait, les chances de conditions de butinage vont diminuer sur la période, sur la zone où les études ont été faites, donc avec les conditions météo où les stations sont représentées par les points bleus. Et donc, à partir de ce petit modèle-là, on arrive à ajuster la date de semis et on voit bien qu'en fait, pour être dans des conditions vertes, et lorsqu'on sème des espèces qui demandent un grand temps de développement et un nombre de degrés jour important, il faut les semer très très tôt et cela en fait demande à adapter les itinéraires techniques et de semer tout de suite après la moisson, voire parfois même maintenant, dans la culture qui va être moissonnée avant qu'elle soit moissonnée. C'est quelque chose de très innovant, mais ça se fait. Et les recommandations qui n'étaient pas encore à ce stade de semer derrière la moisson, donc dans les jours qui suivent pour bénéficier de l'humidité du sol, le sont de plus en plus maintenant. Et on le voit à travers les réseaux sociaux, sur les vidéos, que les agriculteurs ont tendance à profiter de cette humidité pour semer leurs couverts. Et cela peut être aussi bénéfique pour les abeilles. Alors, ce travail-là, en fait, il passe par un stade de concertation qui est important à mettre en place entre les acteurs du territoire et pour adapter les itinéraires techniques. C'est des choses qu'on a pu faire aussi au niveau de l'UMT Prades pour pouvoir faciliter l'adaptation de ces itinéraires, la compréhension des métiers de chacun à l'échelle d'un territoire où on peut mettre en situation de jeu les différents acteurs, agriculteurs et apiculteurs. La question en fait de la mise en œuvre de ces itinéraires techniques passe aussi par la question des coûts, puisque c'est souvent aussi une demande de précision pour pouvoir faire des choses par rapport aux abeilles, mais cela ne doit aussi pas forcément engendrer des coûts trop supérieurs. Et on voit que dans le cas où, dans notre expérience, où on a pu tester le mélange qu'on appelait Interapie, en fait, on est dans des fourchettes de coûts qui sont dans de même ordre de grandeur que l'itinéraire technique classique qui était observé chez les agriculteurs en général à cette période-là. Donc, entre 75 et 90 euros par hectare, temps de travail compris, mais hors coût du mélange qui était, je l'ai dit tout à l'heure, de 43 euros par hectare à rajouter en plus. Fabrice, est-ce que tu peux conclure, s'il te plaît? Donc, la question de ces couverts, elle est très connue et leur intérêt au niveau agricole et agronomique. On a rajouté, nous, la question de la biodiversité et des services écologiques, puisque c'est quelque chose qui était moins utilisé à cette période-là. Et on le voit maintenant, ces couverts ont davantage de destinations que uniquement le piégeage des nitrates. Ces résultats sont aussi mis à disposition de tout le monde sur ce site internet interapie.etsap.so.fr pour pouvoir aider à la décision et faire le choix des couverts. Et enfin, en fait, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'on se pose la question si nos travaux peuvent avoir des effets, des impacts, ou ça permet de… On cherche à savoir si les pratiques évoluent en fait, chez les agriculteurs. Bon, il n'y a pas beaucoup de travaux dans ce sens-là. J'ai néanmoins trouvé une étude d'Agreste en Normandie qui montre qu'il y a une évolution en fait, de l'utilisation de ces techniques de culture intermédiaire ou des cultures dérobées qui couvrent le sol à cette période. Donc, on voit que cette évolution est de plus 5 points, par exemple, entre 2011 et 2017. Cela ne signifie pas pour autant que les couverts qui sont utilisés sont des couverts qui vont fleurir.
Mais on voit quand même que c'est un levier qui est de plus en plus utilisé et qui peut apporter des ressources. Voilà, alors les principaux messages à retenir, hein, c'est évidemment que l'échelle paysagère est très pertinente pour ce type d'études, hein, notamment au niveau écophysiologique du paysage. Et donc, avec Cédric Allot, on a pu ouvrir un peu ce champ de recherche. Et puis là, on parle évidemment des intercultures, mais c'est tout ce qu'on a déjà parlé au début avec Cédric, c'est les jachères, tous les corridors écologiques, hein, avec les haies qui sont importantes et la diversité de ces problèmes qui permettent aussi d'améliorer la situation et les ressources. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce qu'on a pris un peu de retard. Merci à tous. Merci beaucoup, Fabrice. Oui, effectivement, c'est des questions complexes et qui mettent en jeu plusieurs personnes. Axel, je te laisse la parole pour peut-être poser quelques questions avant qu'on se quitte. Ouais, alors il y avait une question pour Benjamin. Voilà, tu as évoqué lors de ta présentation la complexité de la base génétique de la résistance de Varroa, mais il y avait pas mal de questions sur l'héritabilité. Est-ce que la potentialité de prendre ce caractère de résistance dans les plans de sélection, on en est où là-dessus? Enfin, déjà, pour estimer une héritabilité, on revient sur le problème qu'il faut beaucoup de données avec une bonne connaissance de la généalogie. Pour donner un exemple, on est en train de travailler sur les données du GPGR, donc pour la production de gelée royale, on a plus de 1500 données avec performance, tout ça bien relié, et malgré tout, on a des héritabilités. Nos calculs d'héritabilité ont un écart type qui est assez fort, quoi. On est de 0, en gros, c'est héritable, 0,4, plus ou moins 0,2, quoi. Donc ça donne c'est pas une fiabilité très forte. Donc sur les aspects de SMR et ESH, clairement, on n'a pas du tout assez de données pour répondre très précisément. Sur SMR, comme avec Bstrong, il y en avait quand même pas mal. Et il y a une autre méthode d'estimation de l'héritabilité qui a été faite par Sonia, mais plutôt à partir des données de génomique, où, alors je n'ai pas le chiffre exact sous les yeux, je peux vous retrouver, mais c'était de l'ordre de 0,5 plus ou moins 0,4. Donc en gros, 0,5, c'est quelque chose de très héritable. Pour donner un ordre d'idée, quand on est sur des poids, c'est-à-dire pour les animaux classiques, sélectionner des animaux de plus en plus lourds, c'est quelque chose qui se sélectionne très bien, c'est connu. Ça, c'est des héritabilités qui sont de l'ordre de 0,6, 0,8. Donc c'est encore un peu plus élevé, mais quand on est sur des caractères comme la qualité du lait ou des choses comme ça qui se sélectionnent aussi très bien, là on est sur des héritabilités en général de 0,2, 0,3, donc 0,4, si on est vraiment à 0,5 pour le SMR, c'est une très bonne héritabilité. Donc ça se sélectionne. Mais bon, voilà, les données sont quand même assez. Ce que je disais fiable, c'est pas que pas fiable, mais la précision n'est pas bonne, quoi. On n'est pas encore, c'est pas tant en termes de fiabilité que de précision, on n'a pas assez de données pour être plus précis que ça. Mais clairement, c'est héritable. Après, même d'un point de vue purement empirique, quand on a des colonies qui sont très intéressantes, qu'on croise entre elles, c'est quelque chose qu'on retrouve. Pas forcément avec un niveau parfait, mais on le retrouve, quoi. Donc, non, ça se sélectionne et c'est héritable. Après, on n'a pas encore suffisamment de données pour être très précis sur le niveau d'héritabilité. Bon, on a dépassé le temps, donc on va peut-être juste, il y avait pas mal de questions, il y avait quand même des questions sur la dérogation des néonicotinoïdes dans le cadre de la betterave sucrière. Je crois qu'on vous a donné les informations par écrit. En gros, il y a évidemment énormément de données sur la toxicité des néonicotinoïdes. Ça, voilà, c'est assez facile à trouver. Sur la synthèse des risques liés à la dérogation des betteraves sucrières, on a fait un article à l'ITSAP, vous tapez dans Google ITSAP betterave et vous tombez sur un article qu'on avait fait paraître en 2020 pour essayer de vulgariser un peu les risques et de synthétiser un peu les connaissances liées à cette dérogation. Et puis Cyril Vidot vous a mis aussi des liens sur les avis de l'ANSES, donc ça c'est la partie réglementation, les avis de l'ANSES qui ont été donnés sur cette dérogation betterave. Et puis dernière chose à vous dire là-dessus, il y a un comité de surveillance dans lequel
il y a des représentants de la filière apicole, hein, il y a l'interprofession, voilà, donc il y a les syndicats apicoles. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir du côté de vos syndicats sur cette question-là. Voilà. Écoutez, pour moi, Constance, c'est bon. Merci à tous. Merci à tous les intervenants et à la présence de tous les participants. Vous avez été sans cesse au pic. Voilà. Voilà, c'est chouette que, voilà, même pour faire des bilans, il y ait autant de personnes connectées. Le lien, je vous l'ai mis, sera disponible pour revisionner ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'UMT. Je vous l'ai mis dans la boîte de dialogue en QR. Je vais essayer de le mettre aussi pour que vous y ayez accès. Et le prochain webinaire aura lieu le 3 février prochain sur une question très attendue qu'on a commencé à évoquer aujourd'hui sur Varroa et sur les méthodes de lutte populationnelle. Voilà, donc ça sera un webinaire qui sera un peu plus long que d'habitude, qui fera 3 heures et pas 2 heures pour avoir le temps d'en parler un peu plus de façon un peu poussée. Voilà, merci à tous. Merci à toi pour l'organisation, Constance. Et à tous les inscrits, on vous enverra les liens, hein, bien sûr, pour YouTube. Voilà, on vous le rappelle. Merci, Constance. Merci. Au revoir. Désolée pour le retard. Merci à tous.